les mecs, on est dans la politique de la peur. Donc là, on a François Ruffin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté l'ancien pote de Jean-Luc Mélenchon. On va l'écouter maintenant tout de suite, et ensuite on va aller sur l'autre émission de BFM TV. J'ai regardé un petit peu CNews, les mecs, rien d'intéressant ce soir. Rien. On va peut-être jeter un petit coup d'œil sur TPMP. On va voir. Allez, c'est parti. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes député de la Somme. Merci madame. Est-ce qu'il vaut mieux un budget avec lequel vous n'êtes pas d'accord ou pas de budget du tout ? On va dire d'abord sur le fond, sur quoi on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord pour des taxes sur l'électricité, on n'est pas d'accord pour des taxes sur les malades, on n'est pas d'accord pour des taxes sur les collectivités, on n'est pas d'accord pour des taxes sur les retraités. Parce que voilà comment se fait le budget. Je rappelle la cause de tout ça quand même, c'est qu'on a eu pendant des années les Mozart de la finance, et en vérité avec Bruno Le Maire, le pire économiste de France, qui nous met dans un mur budgétaire devant nous, et qu'il y a un choix, là il y a un choix du gouvernement Barnier, de dire que c'est sur les petits qu'on va aller à nouveau chercher ça. Donc il y a un profond désaccord sur le fond. Moi, je rappelle ce qu'est la justice fiscale. Normalement, c'est que les petits doivent payer petits et que les gros doivent payer gros. Et on François est dans un pays... Vous dites exactement la même chose que le RN. Mais pile. Alors, ce qui serait bien, c'est que le Rassemblement national soit cohérent à ce moment-là quand on est dans l'hémicycle et quand sont proposés des taxes... C'est vrai qu'il fait des rimes de merde, lui. C'est vrai qu'il nous fait chier avec sa poésie de con. On parle sur normalement, les dividendes des actionnaires, par exemple, qu'ils les votent. Putain. On est dans un pays où il faut... Il est donc logique que vous votiez ensemble la censure. Non, mais, on va y venir, mais vous savez... on est dans un pays où, vous connaissez mon attachement au travail, on est dans un pays où le travail est plus taxé que le capital. Se demander simplement à ce que le capital soit au moins taxé autant que le travail, ça paraît simplement de l'ordre du bon sens et de la justice. Moi, l'argument du bon sens, j'ai de plus en plus de mal à l'entendre parce que vous avez tous cet argument à la bouche, d'où que vous veniez et de quelque bord politique que ce soit. Est-ce que vous considérez, Madame de Malherbe, que c'est du bon sens quand même, je vous repose la question, que c'est du bon sens quand même, que dans notre pays, le travail... Et il y a un autre mot que vous dites tous, c'est le mot justice. Vous dites tous que c'est de la justice fiscale, mais vous y mettez un contenu différent. C'est pourquoi on va rentrer dans le détail de ce budget. Et effectivement, vous parliez de l'électricité, vous parliez de la question des taxes, on va parler aussi du bonus écolo, on va parler aussi des emplois qui sont menacés. Sophie Bunet de la CGT parle de 200 000 emplois. 200 000 emplois, les gars, pardon. 200 000 emplois menacés ou supprimés. D'ailleurs, la CGT a posté une carte de la France avec toutes les entreprises qui sont menacées, enfin qui menacent en tout cas de fermeture, de suppression d'emplois, menaces d'emploi, etc. Et d'ailleurs, les gars, petite parenthèse, c'est des entreprises qui ont reçu de l'argent public. Vous avez reçu de l'argent public et un an après, vous annoncez des suppressions de postes. Vous foutez de notre gueule. Vous avez fait quoi avec l'argent ? On va vous attraper là. C'est quoi ? On est où là ? Oh ! Qui sont menacés dans les toutes prochaines semaines. Je recevais le patron de la CPME ce matin qui disait à peu près la même chose, mais là pour le coup pour les emplois des petites entreprises. Bref, la situation sur le front social est délicate. Je vous repose la question dans ce contexte-là. J'ai bien compris que vous n'étiez pas du tout d'accord avec ce budget et on va y revenir, mais est-ce que pas de budget du tout ? Est-ce que la tempête qu'annonce le Premier ministre, le chaos en quelque sorte, c'est souhaitable ? C'est moi le chaos. D'abord, dire que c'est pas vrai. Il va pas y avoir un shutdown comme aux États-Unis où d'un seul coup les fonctionnaires seront pas payés, où il y aura plus d'argent pour les entreprises, où il y aura plus de primes d'activité par exemple pour les ménages. Ça c'est pas vrai. Le budget va continuer à se poursuivre. Il va pas y avoir un arrêt de l'économie du pays. Il dramatise ? Pas d'embauche à la réception de la thune donc. Alors tu reçois de l'argent public, je pense que ça part dans les investissements ou dans la recherche et développement, peu importe, pour restructurer l'entreprise. Mais la restructuration ne veut pas dire indirectement une suppression d'emplois. Parce que moi je trouve ça bizarre de recevoir de l'argent public et de supprimer des emplois derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas les mecs, on est d'accord qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas normal. Genre il y a un truc qui cloche. Évidemment qu'il dramatise. Il dramatise pour sauver son siège. Bon, je veux dire, ça va vous paraître bizarre, mais un mot de sympathie pour Michel Barnier. Ça va vous paraître peut-être étrange, mais moi, quand je l'entends dans l'hémicycle, j'ai quelqu'un qui est calme face à nous et quelqu'un qui n'agit pas avec mépris. On a entendu de l'arrogance pendant des années de la part des macronistes, mais même quand ils n'en avaient plus les moyens, même quand ils étaient en majorité très très relative dans l'hémicycle, en vérité en minorité, ils continuaient à arborer la même arrogance. Avec Michel Barnier, il y a de fait un changement de ton qu'on peut apprécier. Maintenant... Vous le pensez de bonne composition et de bonne volonté ?
Merci Telchak. Je vous dis ce que je pense de positif dans le ton, la manière qu'il a de vouloir s'adresser à l'Assemblée au moins et sans doute au pays. Maintenant, je vous dis un gros souci, c'est que il faut qu'il y ait du compromis. Or, on voit bien c'est un homme de droite et qui se tourne vers plus à droite que lui, qui pour pour l'instant, le plus à droite que lui n'est pas content. Estime justement qu'il ne s'est pas suffisamment tourné vers eux. Il n'empêche que même physiquement, quand vous le regardez dans l'Assemblée, il est tout le temps tourné vers la droite et en vérité vers l'extrême droite. Et hier encore, sa déclaration... C'est à eux qui s'adresse. Mais c'est à eux qui s'adresse. Et c'est pour eux qu'il fait un budget. Et il sait que si ça peut passer, c'est grâce à eux. J'ai envie de dire ça devrait vous arranger. Parce que notamment l'une des demandes du RN, c'est de ne pas remettre les taxes sur l'électricité. Et donc, ça faisait partie... Je crois même que c'est la première chose que vous avez donnée dans votre liste. Oui, mais ce que je vous dis, c'est que si on veut avancer, compte tenu de ce qu'est la composition de l'Assemblée, à mon avis, qui reflète un pays profondément divisé en 3 blocs. Ça veut dire que le chef du gouvernement, quand il vient dans l'hémicycle et quand il propose des choses pour le pays, il doit chercher pas seulement à regarder vers sa droite et vers l'extrême droite, mais à se demander comment il peut rassembler plus largement. Or, cet effort-là n'a pas été fait. Qu'aurait-il dû dire ou faire qui aurait pu éventuellement vous convaincre ou avec la gauche, vous faire douter de voter la censure? Vous savez que dans La Belgique a bien eu un long moment sans gouvernement, non? Le pays est toujours là, et ce qui m'étonne, c'est qu'ils ne l'utilisent pas en exemple. Après, nous, en France, on aime bien... Tu vois, la Belgique, c'est assez exceptionnel. Même si vous avez pris, pas l'habitude, mais vous avez pris... ouais, on va dire l'habitude d'avoir un pays sans gouvernement. Mais en France, c'est impossible. En France, c'est pas possible. Cohabitation, on essaie de rassembler le plus large possible. Genre, nous, on aime la stabilité. C'est dans la mentalité française, les mecs. On peut pas se permettre de ne pas avoir de gouvernement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y aura aucune tempête, aucune fermeture d'école ou d'arrêt de fonctionnement de la carte vitale. Les politiciens menteurs à leur paroxysme ce jour. Ouais, mais ça a abusé. J'ai entendu ça ce matin et cet après-midi. Le fameux shutdown. Alors, les macronistes veulent tous nous faire peur avec ce fameux shutdown à l'américaine. Débunké par le RN, débunké par la France Insoumise, débunké par le PS et même les potes qui ne sont même pas potes avec Mélenchon. Donc, l'aile gauche. Faut arrêter ces scénarios à la catastrophe. Encore une fois, tu vois, le macronisme fonce droit dans le mur. Leur communication est catastrophique, genre. La communication est catastrophique. Comment on peut faire peur aux Français à ce point? Ça veut dire que ça incite les Français à finalement accepter un budget qui va encore plus leur faire du mal sur le pouvoir d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Comment les macronistes sont vicieux? Non, c'est pas possible, gros. Le cours du budget, de la partie recette du budget, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées sur les super profits, sur la taxe sur les dividendes. Je pense qu'il y avait moyen de ne pas rejeter tout ça en bloc et de se dire, bon, il y a une partie, que vous l'appréciez ou pas, de bon sens là-dedans. J'en ai marre de ce mot bon sens. Non mais vous le dites tous, c'est comme le mot système. Vous savez, ce serait toujours la faute du système. Vous savez, j'espère qu'on dit tous le mot démocratie, j'espère qu'on dit tous le mot travail. Je pense qu'en revanche, ce qu'on y met derrière n'est pas du tout la même chose. Pareil pour le bon sens, je vais vous dire. Je vous vois tous passer là et vous me dites tous que vous êtes les garants du bon sens. En tout cas, je pense qu'il y a une part de ça. Et vous savez, il y a des moments où, appelons ça le sens commun, les gens sont heurtés par des décisions qui sont prises et ne comprennent pas la raison. Donc profondément, il y a des moments, si vous regardez là, peut-être qu'on en parlera, mais l'accord sur le Mercosur. Bien sûr qu'on va en parler. Hier, la ministre de l'Agriculture a promis, mordicus, que la France s'opposerait de toutes ses forces à cet accord. Elle l'a dit devant vous, ça vous a pas convaincu? En tout cas, moi j'ai donné ma voix pour qu'il y ait une voix plus forte, pour que le président ait une voix plus forte en Europe, qu'il aille chercher des alliances. On voit que la Pologne vient de dire son hostilité au traité sur le Mercosur et que, pour de bon, on dise non. Voilà, donc ça c'est clair. Maintenant, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'est le sujet de fond, vous savez, Madame de Malherbe. Je pense que l'instabilité qu'on connaît dans le pays, l'instabilité politique et l'instabilité économique, elle est liée pour l'essentiel au grand déménagement du monde qu'on a mis en œuvre depuis 40 ans. Et là, donc les deux questions sont liées pour vous. La question du Mercosur et donc d'une sorte d'alliance de libre-échange mondial et la question du budget en France et des difficultés sociales, des difficultés des agriculteurs. Je ne vais pas vous faire un lien immédiat, mais ce que je vois, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis 40 ans, on met en place un grand déménagement du monde. Ça s'appelle les accords de Marrakech, ça s'est appelé les accords du GATT, c'est l'Organisation mondiale du commerce, et maintenant ce sont des traités bilatéraux, tantôt avec le Canada, tantôt avec le Mercosur, ou tantôt avec la Nouvelle-Zélande. Vous prenez la Nouvelle-Zélande, par exemple.
On a décidé d'avoir Pour un le lait, accord c'est ça, je sur crois. les moutons, pour faire les venir moutons. des Les moutons moutons, de pardon. Nouvelle-Zélande, comme si on n'avait pas des moutons ici. Qu'est-ce qui s'est produit dans les années qui ont suivi ? Ça a été la disparition d'un tiers des éleveurs et de la moitié de notre production. Mais ma Picardie, non pas sur le terrain agricole, mais sur le terrain industriel, a vécu la même chose. Encore une fois, Michelin, vous regardez, c'est quoi ? On nous dit, c'est une invasion de pneus asiatiques. Pourquoi ? Parce que c'est évidemment beaucoup moins cher de produire en Chine ou en Asie aujourd'hui que de produire à Clermont-Ferrand ou en Bretagne des pneus. Donc, mais que vous dit le consommateur ? Que vous dit le Français ? S'il a le choix entre acheter un pneu qui lui coûte moins cher et un pneu qui lui coûte plus cher, aujourd'hui, il va prendre le pneu qui coûte moins cher. D'abord, Madame de Malherbe... je veux dire, a-t-il les moyens aujourd'hui de payer son pneu plus cher ? Madame, je pense que entre le consommateur et le travailleur, il y a quelque chose au-dessus qui est le citoyen. Et c'est le citoyen qui peut départager et décider s'il venait donner plus de poids à son caddie ou donner plus de poids au salaire. Par ailleurs, ça n'est que très marginalement répercuté dans le prix du pneu, et vous le savez. En revanche, ce qui explose, et ça a été les dividendes de Michelin qui ont été multipliés par 3, c'est les bénéfices des sociétés du pneumatique. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une pression permanente exercée depuis 40 ans sur les salaires. Mais on se souvient déjà de Whirlpool pendant la campagne de 2012. On se souvient, vous-même, vous y étiez à Amiens, de ces conflits sociaux autour de ces... Aujourd'hui, est-ce que... Goodyear Dofla. Bah là, visiblement, il est en train de nous vendre un récit comme quoi le pneumatique se porte bien, hein, Team Goodyear ici. Peut-être que le pneumatique se porte bien, je sais pas les mecs, mais quand ils nous expliquent le cas de Michelin où ça fait des fois 3 en dividendes, encore une fois, les mecs, on nous chie à la gueule. Et on nous explique encore une fois que Michelin a reçu de l'argent public. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent public ? C'est tombé dans la poche des actionnaires. Moi, ça me rend fou, les mecs, ça me rend fou. Dans le budget tel qu'il est, vous pensez que ça va derrière, accélérer tout cela ? Ou est-ce que s'il n'y a pas de budget, ce ne sera pas pire ? Je vous repose cette question, vous n'y répondez pas. Ça n'aura malheureusement pas de conséquences sur cette grande chose-là. Donc vous dites comme Lionel Jospin en son temps que l'État ne peut pas tout. Non, mais c'est pas ça. C'est que là, il faudrait qu'on ait... De toute façon, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que par ses choix dans la durée, Emmanuel Macron a construit de l'impuissance. On a aujourd'hui un président faible, on a un Parlement faible. Du coup, on a une France faible et en vérité, on a une Europe faible, Madame de Malherbe. Et on a une Europe faible par temps de tempête. Nous sommes sans capitaine et sans équipage, mais... Nous, Français ? Oui, et nous avons un continent européen qui est pris entre une Russie qui mène la guerre, autoritaire, et des États-Unis qui vont mettre en place des barrières. Et enfin, la Chine, qui, si on pose des questions économiques, si on parle des questions sociales, est une grande donnée dans le problème. Mais si je vous écoute, l'attitude d'un Donald Trump qui va renforcer encore... Ça pue dans notre continent, les mecs, hein. Ça pue, hein. Bas les couilles de l'Europe, frère. Non, mais on est impactés, les mecs, par les décisions de l'Union Européenne, hein. Mais honnêtement, ça commence à puer, hein. C'est peut-être le moment de partir, les mecs, on sait pas, hein. C'est décidé, je vais immigrer et me barrer d'ici. Moi, je sais pas ce qui va se passer avec la politique de Donald Trump sur la géopolitique et même sur l'économie. Je sais pas si on peut dire la géoéconomie, parce qu'il veut mettre des taxes sur les voitures électriques chinoises, il veut peut-être taxer aussi, ils veulent aussi taxer peut-être les produits français comme des produits européens. Moi, c'est pas de bon augure, les mecs, hein. D'être européen en ce moment, c'est quand même chaud, hein. Viens en Suisse, Dofla, c'est le pays du silence verbal. Ah, s'il n'y a pas de jeu de verbal en Suisse, ça me casserait les couilles, hein. Le silence verbal, il a dit, je suis mort, bien trouvé. Ah là 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 là. Moi, j'ai pas le choix, je reste. Faut rester, faut espérer, les mecs, un avenir meilleur après, hein, mais... Toutes les cases sont cochées pour que tout explose à la gueule, les mecs. Hein. L'Allemagne va avoir des élections au mois de février où potentiellement l'extrême droite va prendre la tête de la fédération d'Allemagne. On a l'Angleterre. Même si c'est plus dans l'Union Européenne, il fait partie quand même de l'Europe. L'Angleterre, là-bas, c'est le bordel aussi, socialement parlant. Ils veulent refaire des élections. Il y a une pétition qui a eu 1 million de signatures. En France, on est à 2 doigts d'avoir une censure du gouvernement, donc un nouveau Premier ministre. Mec, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette Union Européenne. Mec, c'est une folie. Et Bellec, il n'y aura pas de présidentielle anticipée chez nous. Exactement. Bellec, mon gars. Bellec. Et après, on apprend que ça pue tellement la merde. Macron sent que ça pue tellement la merde qu'il quitte l'Europe mais il s'installe aux États-Unis, frère. Ces barrières, notamment économiques, pour plus de protectionnisme, est en réalité la démarche à suivre.
En tout cas, je pense qu'il nous faut aujourd'hui des protections. Il nous faut de la régulation. On ne peut pas faire le choix de la mondialisation et de s'ouvrir à tout vent. C'est une folie pour l'Europe aujourd'hui. Vous savez, regardez le cas d'ArcelorMittal. Pourquoi ArcelorMittal, non seulement la ferme de Nain, ferme 2 sites. Reims, vous savez, c'est quand même les sites sur lesquels on a produit les anneaux des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, c'est un sentiment de fierté. Et 2 mois après, on dit aux ouvriers, vous êtes licenciés. Les gars sont en train de pleurer dans les vestiaires. Voilà ce qui se passe. Mais Arcelor fait le choix de ne plus décarboner ces grosses usines. Et là, on va parler de milliers d'emplois, peut-être de 10 000 emplois, sur Dunkerque et Fos-sur-Mer. C'est-à-dire de ne plus faire une transition du charbon vers l'électricité. Pourquoi ? Parce que d'une part, on n'a pas régulé le marché de l'électricité, on a un prix de l'énergie qui a bondi, et y compris parce qu'on a lié notre prix de l'électricité français au prix du marché européen, ce qui est une folie, mais parce que aussi ArcelorMittal sait que c'est moins cher pour lui d'aller produire en Chine, d'aller produire en Asie, en Inde surtout, d'aller produire aux États-Unis ou d'aller produire au Brésil. Donc, et ArcelorMittal, c'est là qu'on a un changement dans la question du protectionnisme. Parce que jusqu'à maintenant, on avait... Moi, côté ouvrier, qui disait il nous faut une protection. Sinon, évidemment, nos usines partent en Chine, en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne. Et vous aviez les grands industriels qui voulaient, au fond, laisser les portes ouvertes et le laisser faire parce que ça leur rapportait, parce que ça leur a rapporté des bénéfices. Et aujourd'hui, la grande donne qui change, c'est que vous avez ArcelorMittal qui dit il nous faut des protections en Europe. Voilà. Et il nous faut, nous aussi, se protéger. Sinon, il n'y a plus de raison de produire de l'acier ici. Et si on laisse faire le marché... Donc là, pour le coup, vous dites, faisons ce qu'ArcelorMittal aussi veut, c'est-à-dire, en effet, c'est notre bon sens à tous, dans ce cas-là. À tous, je ne sais pas. Vous savez, la question du libre-échange ou la question de protection est toujours une question qui, évidemment... et un affrontement de puissance, c'est dire non à la Chine. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi, quand Emmanuel Macron s'est rendu en Chine, il n'y a eu aucune question sur les protections commerciales, sur qu'est-ce qu'on allait mettre en œuvre sur le masque, par exemple. Le masque, enfin, on a donné des centaines de millions d'euros pour des dizaines de millions, plus exactement, pour des usines de masques en France, et à la fin, ça a été 99% d'importation chinoise. Ça n'a pas de sens. Il n'y a eu aucune discussion autour de ça. Donc, c'est le protectionnisme ou le libre-échange, c'est toujours une question d'affrontement de puissance, mais c'est autre chose. C'est à l'intérieur d'un même pays, vous avez des intérêts qui sont des intérêts divergents. Les actionnaires, ils ont tout intérêt, les financiers, les banques ont tout intérêt à maintenir cette liberté de circulation des capitaux et des marchandises. La grande distribution, elle a tout intérêt à pouvoir continuer à aller chercher le plus loin possible les produits les moins chers. Les produits les moins chers. Je voudrais quand même revenir sur 2 sites que vous avez évoqués, François Ruffin. Outre les 2 sites qui sont déjà, dont ArcelorMittal a déjà annoncé qu'ils allaient fermer, vous avez évoqué, me semble-t-il, à la fois Dunkerque et Fos-sur-Mer. Oui. Est-ce que vous nous dites ce matin que les turbulences sont déjà là et que ces 2 sites-là sont au bord de fermer ? Ça n'est pas encore officiel. Non, Madame de Malherbe, je ne veux pas, moi, être un agitateur de peur de cette manière-là. Vous avez donné ces 2 noms. Oui, mais je sonne l'alerte. Qu'est-ce qu'il y a continuer à... Je vous rappelle, les mecs, c'est le 12 décembre. Hein. Le 12 décembre, il y a des grandes manifestations partout en France sur les plans sociaux, sur la politique de Macron, sur l'industrie, etc. C'est le 12. Et je crois que la SNCF va suivre aussi en même temps. Le 12, c'est quand ? Produire de l'acier en Europe, il faut qu'il soit moins émetteur de carbone. Parce que nous, on se pose des soucis sur le charbon, c'est aujourd'hui produit à base de charbon. Et donc, Arcelor avait dit, je fais un grand plan d'investissement pour décarboner ma production d'acier, je vais mettre... Il y aura 1,7 milliard d'euros à mettre sur la table. L'État en met 850 millions, j'en mets 850 millions. Et là, Arcelor vient de dire, je ne mets plus les 850 millions d'euros. Ce qui donc aura la conséquence, d'après vous, et effectivement, on le comprend bien, vous tirez le fil, et la conséquence sera donc pour ces 2 sites. Je voulais juste qu'on puisse préciser ça. François Ruffin, voter avec le RN, ça ne vous dérange pas sur cette censure ? D'abord, dire que nous votons les motions de censure de manière constante. La question est, pourquoi le Rassemblement national change d'attitude ? Est-ce qu'il change d'attitude par souci de l'intérêt des Français ? Soudain éclairé, parce qu'en effet, il y a cette taxe sur l'électricité, parce que les retraités vont payer, parce que les collectivités sont prélevées, ou bien parce qu'il y a des soucis judiciaires en cours et que ça produit un changement de stratégie. Ça, c'est à interroger du côté du Rassemblement national. Il n'a pas tort. De manière constante, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un gouvernement qui vient de la droite, qui se tourne vers l'extrême droite de manière constante, qui ne retient rien des mesures pourtant votées à l'Assemblée nationale par la gauche, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on fasse autre chose que le censurer. Vous reprochez à Michel Barnier de s'adresser, y compris physiquement, en tournant son corps systématiquement vers la droite et l'extrême droite lorsqu'il est dans l'hémicycle. Et vous-même, vous avez malgré tout besoin du RN pour faire tomber ce gouvernement.
Le RN, il fera ce qu'il doit faire en son âme et conscience. Il fera ce qu'il doit faire il fera ce qu'il doit faire à chaque moment. Lui, c'est son problème. Moi, ça me fume. Voilà, quand je vous ai dit tout à l'heure, les mecs, ce récit-là, il pue sa mère. Parce que quand c'est le RN, on va écouter une meuf du RN tout à l'heure, une députée du RN. Est-ce qu'on pourrait lui poser ce genre de questions aussi ? Vous avez besoin de la LFI pour aller chercher cette censure, etc. C'est toujours la gauche, c'est toujours à la gauche qu'on pose ce genre de questions. Il y a des députés, les députés vont voter en leur âme et conscience, et puis c'est tout. Il n'y a pas de « vous avez besoin d'un tel, vous avez besoin de faire alliance ». Non, chacun vote comme il a envie de voter, c'est tout, c'est comme ça, ma gueule. Faut arrêter ce truc de merde, faut arrêter ça, Pauline de Malherbe. C'est pas mon problème. Putain. C'est son problème de voir ce qui... Et vous savez, le nombre de choses qui passent dans l'hémicycle, où ça passe par une alliance des macronistes avec le Rassemblement national. Vous voulez les pointer les unes après les autres ? C'est tous les jours, d'accord ? C'est tous les jours que ça se produit. Et on parle pas là d'alliance objective. François Ruffin, quoi derrière ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron en tire les conséquences et qu'il démissionne ? Est-ce qu'il faut un gouvernement technique ? C'est ce que certains à gauche demandent, comme le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane. Est-ce qu'il faut imaginer même une nouvelle coalition ? On a l'impression que quelqu'un comme Boris Vallaud commence à l'évoquer, Boris Vallaud du Parti Socialiste, l'idée d'une sorte de coalition qui irait jusqu'à une partie du Parti Socialiste. Vous faites partie, vous, François Ruffin, de ceux qui ont rompu avec la France Insoumise. Est-ce que vous dites au Parti Socialiste ou à certains au Parti Socialiste qui commencent à l'évoquer ou à douter de leur alliance avec LFI, faites comme moi, rompez ? D'abord, moi, je veux un technique. Pour moi, ça n'existe pas. D'accord ? Ça n'existe pas, un gouvernement technique. Un gouvernement technique prend des décisions politiques. Alors, vous avez eu le gouvernement Mario Monti en Italie, dont on avait dit qu'il était un gouvernement technique. En vérité, il a pris toutes les décisions qui allaient dans le sens de l'ordre libéral. Qu'est-ce que ça a produit derrière ? D'accord ? Ça produit une montée de l'extrême droite. Donc, il nous faut donc pas de gouvernement technique. Il nous faut des gouvernements politiques. Il faut des gouvernements qui fassent de la politique et qui... Est-ce que vous dites une partie des anciens macronistes, le Parti Socialiste, vous, est-ce que vous pourriez, ensemble, vous mettre d'accord ? Je pense qu'on ne prend pas le sujet. Attendez, déjà, la chose la plus folle qui s'est passée en France, c'est qu'on a voté à gauche, avec le NFP en tête, pour au final finir avec un gouvernement de droite qui a fait 1%. Me dis pas qu'à la toute fin, à la fin des fins, au bout du tunnel, me dis pas qu'on va finir avec le PS. Les mecs, s'il vous plaît, pas le PS. Par pitié, wesh. On va pas finir avec le PS, pas avec François Hollande et toute sa clique de merde. Comme ça, je pense que... Mais non. Je vous le dis, d'abord dire qu'on est dans un gros bazar. On va pas se la raconter. Mais ça, on le dit depuis le début. On le dit au moins depuis une décision, Madame de Malherbe. On ne dit pas depuis le début. On dit depuis une décision d'un homme, tout seul, qui décide, le 9 juin au soir, de venir dissoudre l'Assemblée. Et, dit-il, de dégoupiller une grenade dans les pattes du parti, mais en fait, il la dégoupille dans les pattes de la démocratie et dans les pattes du pays. Et depuis ce temps-là, oui, on est dans le chaos. Emmanuel Macron, après avoir installé le chaos budgétaire, installe maintenant un chaos politique dans le pays. Ruffin, je vous repose ma question très clairement. Vous avez rompu avec... Mais moi, en vrai, Macron, il est un peu anarchiste, les mecs. Hein. Macron, il aime bien jouer avec la démocratie et avec les institutions. Le coup de la grenade découpillée et démerdez-vous, franchement, c'est dinguerie quand même. Hein. La dissolution, il prend un malin plaisir. Je pense qu'il va prendre un malin plaisir à voir la censure et à voir le bordel qui pourrait se passer en France. C'est un anarchiste capitaliste, exactement, capitaliste, pardon. C'est bizarre quand même, hein. Vraiment, je trouve ça bizarre. C'est moi ou le chaos. Avec la France Insoumise, on sait d'ailleurs que ça a été souvent dans la douleur et que depuis, ils ne vous en font pas beaucoup de cadeaux. François Ruffin, on sait qu'une partie du Parti Socialiste, des membres du Parti Socialiste hésitent ces derniers temps, notamment autour de la question de la censure, notamment de la suppression de l'apologie de terrorisme, ce genre de points qui ont fait que la rupture est en train d'être consommée. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je parle au pays. Je viens vous parler là. Je parle à vos auditeurs. Oui, je parle pas si je veux parler à Boris Vallaud, je parle à Boris Vallaud. Donc, non. Quel est le problème ? Il nous faut aujourd'hui... on avait déjà dit qu'il nous fallait des majorités par projet. Vous voyez ? Si jamais on vient dire qu'il faut relever les impôts sur le capital pour qu'au moins il soit taxé à l'égal du travail, eh ben c'est se chercher une majorité à l'Assemblée sur ce projet-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut, mais je le disais déjà il y a 3 mois, il faut un gouvernement qui s'engage, un Premier ministre qui s'engage à ne pas passer par 49.3, de manière à responsabiliser l'Assemblée. Mais là, s'il ne faisait pas le 49.3, il n'y a pas de budget. Mais si, parce qu'il doit négocier.
Là, du coup, le 49-3 fait qu'il n'a pas à négocier. Il peut avoir son buste tourné vers la droite et l'extrême droite. Vous allez dire on vote pour, mais les autres vont dire non. Vous l'avez dit vous-même, c'est divisé en 3. C'est trop facile, c'est théorique. Non, je pense qu'il y a le chemin, Madame de Malherbe. Il y avait le chemin déjà dans la majorité, enfin dans l'Assemblée précédente. C'est pour ça que cette dissolution était complètement improvisée et absurde. Mais il y a encore le moyen aujourd'hui de chercher des compromis. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout. Mais je pense qu'il y a le moyen de chercher des... C'est encore possible à vos yeux, en tout cas, c'est ce que vous espérez, qu'il n'y ait pas de 49.3 et qu'il y ait une négociation, une discussion tous ensemble. Ça serait un souhait, oui, que normalement, il ne devrait pas y avoir de 49.3. Vous savez, c'est un outil qu'on devrait retirer. Pour moi, l'outil du 49.3... de la Constitution. L'outil du 49.3, de la décision de passage en... Il n'arrive même pas à dire 49.3. Mais Ruffin, franchement, il peut être limpide sur certains sujets et tout. Hein. Mais wesh, comment il bégaye, il bafouille, c'est dur quand même. Hein. C'est dur, hein, c'est vraiment dur. En force contre les souhaits de l'Assemblée, c'est un outil qu'on devrait retirer, de mon point de vue. C'est un outil de passage en force et qui est mal vécu. Regardez, la situation qu'on vit, pour moi, elle est consécutive à la crise sur les retraites. Il va y avoir demain une proposition de loi de la France Insoumise. De suppression de la réforme des retraites. Et des 2 dernières réformes des retraites, d'ailleurs. On a eu affaire là à une mesure antisociale. On le sait, vous savez, j'étais chez Auchan, puisqu'il y a... Salut Dofola, la vidéo ou tweet qu'on peut partager, c'est que sur la politique ou bien je peux mettre autre chose? Tu veux mettre quoi? Si tu vas pas me montrer un manga, là, c'est hors sujet, là. Tu vas pas me montrer un truc totalement opposé au stream, genre. Vas-y, envoie vite fait. C'est pas une compile des buts de Messi, j'espère, exactement. Là aussi des licenciements. Et c'est une agent de rayon qui m'explique comment ça y est, elle a 62 ans, elle a le dos broyé, elle a mis des produits de lessive dans les rayons tout le temps, et pourtant, elle doit se taper 13 mois de plus. Vous voterez cette suppression de la réforme des retraites. Il y aura aussi dans la niche, pardon François Ruffin, mais c'est important, il y aura aussi dans la niche, ce dont on parle depuis une semaine aussi, vos confrères LFI y ont mis également la suppression du délit d'apologie du terrorisme. Est-ce que ce point-là, vous le voterez? D'une part... dire que sur les retraites, il y aura tellement d'amendements déposés par les macronistes que, avec une obstruction durant toute la journée, que nous n'arriverons même pas au vote à la fin de la journée. Je veux dire quelque chose là-dessus. C'est que, normalement, quand on subit des échecs électoraux, quand en plus on emmène la France dans le mur budgétaire, il faut avoir un retour critique sur soi-même. Qu'est-ce qu'on a fait qui ne va pas? Vous prédisez donc que demain, ils obstruent le travail parlementaire. Il va y avoir plus de 1000 amendements déposés. Et je vous repose la question, est-ce que vous voterez la suppression du délit d'apologie du terrorisme? D'abord, il ne me semble pas que ça soit à l'ordre du jour. Est-ce que vous voteriez la suppression du délit d'apologie du terrorisme? Parlons-en sérieusement, au-delà du vote, Mme de Malherbe. Il y a un souci, je vais vous dire mon accord, une partie d'accord sur le fond et mon désaccord profond sur la forme. Il y a un souci avec les dérives de l'usage du délit d'apologie de terrorisme. Le juge antiterroriste Marc Trévidic l'a dit. Lui-même qui était favorable initialement, défavorable aujourd'hui à cause des dérives. Jacques Toubon, défenseur des droits de l'homme, l'a dit. L'ONU l'a dit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est François Ruffin. Et François Ruffin, il vous dit la même chose. Il vous dit qu'il y a un certain nombre de cas, et on peut penser à ce cégétiste du Nord qui a été condamné à 1 an de prison pour apologie du terrorisme. Bon, donc il y a un souci sur le fond. Maintenant, sur la forme. On est là sur un sujet extrêmement sensible, Mme de Malherbe. Quand on parle de terrorisme dans notre pays, on parle des journalistes de Charlie Hebdo. On parle des enfants et des soldats tués par Mohamed Merah. On parle des spectateurs du Bataclan. On parle de drames qui sont très profondément ancrés dans le pays. Donc quand on touche à un sujet comme celui-là, on le fait avec tact, on le fait avec intelligence, on le fait en responsabilité. Ça veut dire quoi? Après, il abuse quand même, parce qu'il estime, il sous-entend que c'était pas le bon timing de la part de la France Insoumise, alors que hier, Manuel Lompard nous avait expliqué qu'il l'a fait parce que l'ONU le dénonce, parce qu'il y a un mandat d'arrêt sur Netanyahou. Enfin, excuse-moi, mais le timing, finalement, il est bon. Il a été expliqué hier sur le plateau de France Inter, monsieur Ruffin. Ça veut dire qu'on fait pas du tout chousse dans son coin. D'accord? C'est ce que vous reprochez. Tout à fait. Sur quoi? Comment J'ai compris, mais c'est la fin de cette interview, François Ruffin. Comment on peut faire? Il s'agit de s'adresser d'abord aux victimes du terrorisme. Alors, en discutant avec elles, et non pas en les tenant de côté, en discutant avec un certain nombre d'associations, en discutant... Qui aujourd'hui sont pour certaines bouleversées, effectivement, par ce dépôt de la part de vos anciens confrères, en tout cas d'LFI. Merci, François Ruffin, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ah là 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 là, ce bon vieux Ruffin, putain.